J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous passez une belle journée du 18 juin 2023. Je vous ai laissé un peu le temps de revenir un peu à la réalité. Monsieur Abdelmajid Tebboune, le président de la République, il est revenu à Alger. C'est bon, on a épilogué, spéculé, beaucoup parlé, analysé, polémiqué, commenté, observé. On a tout fait sur cette visite d'Abdelmajid Tebboune en Russie. Maintenant, ce serait bien de revenir à la réalité. Voilà, nous allons maintenant voir est-ce que les Algériennes et les Algériens sont réellement, savourent réellement les effets de la grandeur de leur pays, puisque visiblement, nos dirigeants veulent nous faire croire que la réussite, entre guillemets, selon de leur propre point de vue, de cette visite en Russie, suffit largement pour démontrer que notre pays a une certaine grandeur, ou là que tout va bien dans notre pays, ou là que notre pays est sur la bonne voie. Retour sur la réalité. Revenons à la réalité. La réalité quotidienne, c'est quoi? C'est les salaires, c'est le pouvoir d'achat, c'est le chômage, c'est la cherté de la vie, c'est est-ce que la population algérienne mange à sa faim, est-ce qu'elle vit bien, est-ce qu'elle a une certaine qualité de vie, est-ce qu'elle a un niveau de vie conforme aux richesses naturelles et aux atouts économiques énormes dans notre pays, est-ce que les Algériennes et les Algériens, leur vie quotidienne, elle est digne d'un pays qui jouit d'une grandeur à travers le monde, ou d'un grand prestige sur la scène internationale, ou d'un pays qui force le respect, ou qui force l'admiration. Comment vivent les Algériens et les Algériens? Des documents. Je parle avec les documents à l'appui. Nous allons parler des salaires et nous allons parler du pouvoir d'achat. La grandeur d'un pays, au-delà de son histoire, de sa célébrité, de son prestige, de sa géographie ou de sa force militaire, c'est d'abord le niveau de vie et la qualité de vie de sa population. Un pays qui a une certaine grandeur, c'est un pays qui arrive à offrir de la prospérité à sa population. Quand la population d'un pays a une certaine prospérité, on peut prétendre que ce pays il est digne, il force le respect, il est admirable, ou là c'est un pays qui est respecté sur la scène internationale parce que sa propre population vit très bien et beaucoup d'étrangers essaient de venir dans ce pays-là pour vivre du confort ou profiter de la prospérité et du confort et de la très belle, importante ou la très appréciable qualité de vie qu'on peut retrouver dans ce pays-là. Malheureusement en Algérie, la grandeur, voilà, cette grandeur dont parle Abdelmajid Tebboune en Russie, on ne la retrouve pas dans la réalité. Regardez les salaires, avec la dernière enquête de l'Office national des statistiques, un organisme gouvernemental algérien rattaché au ministère du gouvernement algérien, qui est le ministère des statistiques et du numérique, a fait la dernière enquête sur les salaires. Comment sont payés les Algériens? Les Algériens sont payés comment? Combien? Est-ce qu'ils ont des salaires qui leur permettent de vivre dignement? C'est une question très importante parce qu'à la fin, au-delà d'avoir une armée, au-delà d'avoir une histoire millénaire, au-delà d'avoir un grand pays, une géographie très vaste, un beau drapeau, un beau président, est-ce qu'on arrive à vivre dignement dans ce pays-là? Est-ce que les fins du mois, tout le monde est bien logé, bien nourri, travaille bien? Est-ce qu'on a des équipements? Est-ce qu'on consomme à l'aise? Est-ce qu'on arrive à s'épanouir dans son propre pays parce qu'on a les moyens matériels de vivre dignement? L'Office national des statistiques, c'est un organisme gouvernemental qui relève du ministère de la numérisation des statistiques et qui relève jusqu'à 2020 du ministère des Finances. هذه وثيقة رسمية من عند المعهد الوطني للإحصائيات. Organisme gouvernemental algérien. Quel est le salaire moyen en Algérie? Le salaire moyen en Algérie, en 2020, c'est l'enquête la plus actualisée de l'Office national des statistiques. Le salaire moyen en Algérie depuis 2020, il est à 42 300 dinars. 42 300 dinars. Conversion, 42 300 dinars. C'est l'équivalent, en euros, c'est l'équivalent de 287 euros. C'est le salaire moyen de tous les 12 millions de travailleurs en Algérie. L'Algérie compte 12 millions de travailleurs. 12 millions et quelques, presque 12 millions. Je te fais mon mlé. Malheureusement, est-ce qu'avec 287 euros par mois, est-ce qu'on peut vivre dignement? Est-ce qu'on peut parler d'un pays qui a une certaine grandeur, ou là qui a un certain prestige, ou là qui peut prétendre ou la jouir d'un certain rayonnement dans le monde, hein? Avec un salaire moyen de 287
euros par mois. Ça, c'est le salaire moyen. En Algérie, nous avons 26 millions, selon les statistiques toujours de l'ONS, 26 millions et demi de personnes qui sont en âge de travail. Ils ont l'âge de travail. La population algérienne, 60% de la population algérienne, elle est en âge de travail. Ce qui est énorme. Ça veut dire que nous sommes un pays jeune. Nous sommes un pays qui a on appelle ça le capital humain. Dans les pays développés, les gens souffrent de la démographie vieillissante. Ils ont beaucoup de vieux, ils ne font pas assez de bébés. Et quand tu ne fais pas assez de bébés, tu as beaucoup de vieux, tu manques ce qu'on appelle les actifs. Il n'y a pas assez d'actifs, il n'y a pas assez de main-d'œuvre. Un pays qui a beaucoup d'actifs, beaucoup de main-d'œuvre, c'est les pays où il y a le plus de croissance économique, parce qu'il y a un marché important, les jeunes consomment, ils travaillent, et c'est eux qui créent les richesses. Quand on est retraité à 60%, à 60 ans, 70 ans, il ne peut pas travailler, il ne peut pas créer des richesses, peut-être sur le plan intellectuel un peu, mais sur le plan industriel et manufacturier, etc., l'industrie elle a besoin de bras. Elle a besoin de bras. Même pour construire les robots, pour l'intelligence, on a besoin de bras. Sauf quand on vieillit, on a envie de se reposer, on n'a pas envie de travailler. L'Algérie, elle a la chance d'avoir 59%, presque 60% de sa population en âge de travail. 26,4 millions. Sauf que les personnes qui sont en âge de travailler, nous avons malheureusement uniquement 11 millions et quelques de salariés. Il y a la majorité, les 26 millions et quelques qui peuvent travailler, il n'y a que 11 millions et quelques qui travaillent. Ça s'appelle le nombre des salariés en Algérie, le nombre des gens qui ont des travailleurs, ceux qui ont les emplois occupés. Voilà, on parle d'emplois occupés. C'était on parle de population active. La population active, elle était de 12 700 000 en 2019. C'est le dernier chiffre officiel que nous avons, 2019-2020, 12 700 000. Les 12 700 000, il y a 11 200 000 qui travaillent, ou il y a 1,5 million de chômeurs. Donc, sur une population de presque 27 millions de personnes, de 26 millions et quelques qui peuvent travailler, il n'y a que 12 millions et quelques qui travaillent, 11 millions qui travaillent de façon permanente et régulière et qui sont salariés, 11 millions, pratiquement 11 millions et demi, et 1,5 million de chômeurs chroniques, des fois ils khadmou, des fois ils les chiffres ont totalement changé depuis le début de l'arrivée de Abdelmajid Tebboune, parce que les chiffres du chômage ont éclaté, ont explosé. En Algérie, maintenant, depuis les derniers chiffres de 2022, on parle de plus de 5 millions de chômeurs. Et les derniers chiffres sur le chômage ont été censurés en Algérie. L'Agence nationale de l'emploi ne communique plus aucun bilan sur les chômeurs qui se sont enregistrés auprès de ces services. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la crise politique en 2019, beaucoup d'entreprises privées ont fermé, ont licencié, etc. à cause de la politique des emprisonnements des patrons d'entreprises qui étaient à l'époque soi-disant proches ou fidèles au régime Bouteflika. Ensuite, il y a eu la crise de la Covid-19 en 2020 qui a ébranlé les entreprises. On bête comme les crises qui s'est prolongée en 2021 et en l'absence d'un redressement de l'économie nationale en 2022, le chômage n'a fait qu'augmenter. Donc, le chômage ne fait qu'augmenter parce que sur les 11 200 000 que nous avons qui travaillent, la majorité d'entre eux travaillent dans le secteur privé. Les employés du secteur privé en Algérie, les employés du secteur privé en Algérie sont de plus de 7 millions. 7 millions et quelques travaillent dans le secteur privé. 7 millions et quelques. Le secteur public, au recru, il emploie 4 millions et quelques. C'est-à-dire que plus de 60% des personnes, des salariés en Algérie travaillent pour le secteur privé. 7 millions et quelques pour le privé, 4 millions et quelques pour le public, ça fait 11 millions et quelques. Donc dans le privé, il y a eu beaucoup de crises économiques dans le privé. 4 millions, même pas 4 millions 100 000, 37% uniquement des travailleurs algériens, des salariés algériens travaillent pour le public, et le reste, presque 7 millions qui travaillent pour le privé, ça fait 69%. 7 occupés, 7 travailleurs se disent sont 60%. 60%.
C'est immense, mais malheureusement, le secteur privé, qui est le premier employeur du pays, je dis bien qu'il est le premier employeur du pays, malheureusement, Mandouche, il n'a été pas soutenu, il a été saboté, détruit pendant la crise politique de 2019, il n'a pas été soutenu face à la crise de la Covid-19 en 2020, il n'a pas été soutenu face aux conséquences prolongées de la pandémie de la Covid-19 et de la crise économique mondiale qui est née au lendemain de la pandémie en 2021. Et en 2022, il n'a pas bénéficié d'un plan de redressement économique, ce qui fait que c'est le secteur privé qui a le plus licencié, qui a le plus souffert. وهنا صرا مشاكل كبار في البريفي. C'est pour cette raison que le nombre de chômeurs ne cesse d'augmenter. هادو الناس كاع اللي يخدموا en Algérie, le salaire moyen تاعهم كاع il est de 42 300. كما قلت لكم, c'est l'équivalent uniquement de 287 euros. Mais comme la majorité des travailleurs, des salariés algériens sont dans le privé, le salaire moyen dans le privé, il est uniquement de 34 000. Il est exactement de 34 400. C'est l'équivalent d'à peine 233 euros. يعني الأغلبية ديال الجزائريين عايشين ب 233 euros par mois. Dans le secteur public, les salaires sont plus élevés parce que c'est les entreprises de l'État. Ils sont renfloués par les caisses de l'État, ils sont renfloués par les banques étatiques. Ils ont des cris tout le temps, ils sont filmés, mais elles ne sont pas rentables. Les entreprises étatiques ne sont pas rentables, à l'exception de Sonatrach et de certaines de ses filiales. Le secteur public, le salaire moyen, il est de 59 000. Selon la dernière enquête de l'année, 59 300, ça veut dire 400 euros. Mais ceux qui touchent un salaire moyen de 400 euros par mois, nous sommes à 4 millions de personnes qui travaillent dans le secteur public. Mais le 7 millions et quelques qui travaillent dans le secteur privé, ils touchent à peine, comme l'équivalent de 34 400, ça veut dire 233 euros. Donc, on vit en Algérie, 7 millions de personnes vivent avec un salaire moyen de 233 euros par mois, et 11 millions et quelques, presque 2 millions de personnes vivent avec un salaire moyen qui est l'équivalent de 287, même pas 288 euros par mois. Comment, dans un pays comme celui-là, on peut vivre dignement? Est-ce qu'on peut prétendre être une puissance régionale, ou la locale, ou la internationale quand sa population, quand on travaille, on gagne par mois et on arrive à vivre par mois qu'avec 287 ou 233 euros par mois? Pourquoi c'est pas suffisant? Pourquoi ce sont des salaires de misère? Parce que la cherté de la vie en Algérie, elle dépasse l'entendement. Le dernier, c'est pas moi, toujours l'ONS, toujours l'Office national des statistiques, c'est le dernier indice des prix à la consommation du mois d'avril 2023. L'indice des prix à la consommation, on en a parlé suffisamment en large et on en a parlé, on a toujours expliqué les tenants et les aboutissants de cet instrument qui mesure la cherté de la vie en Algérie. Comme dans tous les pays du monde, pratiquement, sauf les pays en guerre, ou la divisée, ou en famine déstructurée, il y a un indice des prix à la consommation. L'indice des prix à la consommation, c'est quoi? On prend, je le dis souvent, mais je fais des ifada, mais là, si tu es Algérie, part à la belle homme ce que c'est, maintenant on a fait de la pédagogie, mais c'est important de réexpliquer un peu. On prend de 260 à 280, 260 à 250, 250 et 260 produits, ce qu'on appelle le panier de la ménagère. Ce sont les produits les plus... 261 articles. Voilà, 261 articles de consommation. Des produits alimentaires, les vêtements, les produits agricoles, les légumes, les viandes. Ce sont les 261 produits de consommation quotidienne. C'est-à-dire que ce sont des produits, l'hygiène, les shampoings, les produits de santé, les vêtements, les meubles, le transport, et tous ces articles, tous ces produits, on regarde leur évolution des prix, comment les prix vont évoluer d'un mois à un autre. Et c'est comme ça qu'on arrive à déterminer le niveau de l'inflation, c'est-à-dire le niveau d'augmentation des prix, et c'est comme ça qu'on mesure la cherté de la vie dans un pays. Alors, pour te faire un mot, la moyenne des économistes, dans l'ensemble des études économiques, l'ensemble des doctrines économiques dans le monde, quand l'inflation dépasse 2-3%, alors ce pays il va mal, il y a une problématique de cherté de la vie, et la vie devient chère, et donc ça peut provoquer le chômage. Quand la vie elle est chère, ça provoque la pauvreté, la misère sociale, les frustrations, l'appauvrissement de la population, et ça indique que c'est un pays qui est économiquement pas bien. Depuis le début de la guerre en Ukraine,
Beaucoup de pays à travers le monde, pour ne pas dire la majorité des pays à travers le monde, ont été impactés d'abord par la crise sanitaire de la Covid-19 2020-2021, ensuite avec les conséquences désastreuses de la guerre en Ukraine, qui est une troisième guerre mondiale. C'est une troisième guerre mondiale, puisqu'elle elle oppose la Russie et la Chine à l'Europe et les États-Unis, et son théâtre, elle est en Ukraine. À la belle comme je la guerre en Ukraine, le prix de l'énergie a explosé à cause du pétrole et du gaz russe. Les prix de l'Ukraine et la Russie produisent une grande partie des céréales et des matières premières agricoles que l'humanité consomme, plus la course à l'armement, plus les sanctions occidentales imposées à la Russie. Ça a créé une crise économique mondiale. Sauf que l'inflation, dans les pays qui sont en guerre, elle est moins élevée que dans les pays comme l'Algérie, comme dans un pays comme l'Algérie. J'ai l'inflation en Russie, la Russie elle est en guerre, d'accord, la Russie elle est harb, guerre, etc. L'inflation en Russie elle est entre 5 et 7%. En Algérie, l'inflation elle est à 10%. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Office national des statistiques de la première page. Le document à l'ONS, il reconnaît que l'inflation en Algérie, elle est de 9,9%. Entre les prix entre 2023 et les prix de ces 261 articles ou les produits de large consommation ont augmenté en moyenne entre avril 2022 et avril 2023 de plus de 9,9%. 9,9% Ejma. L'inflation en Algérie. C'est-à-dire que l'Algérie qui n'est pas officiellement en guerre, l'inflation elle est plus forte qu'en Russie, alors que la Russie c'est elle qui est en guerre. احنا ما راناش في حرب نورمالمون الجيش الجزائري في الكازيرنا بداو قاعده يضربوا في القهاوي ويضربوا في اللاتايات mis à part quelques missions de surveillance du territoire national et de neutralisation de certains groupes armés et nous souhaitons d'ailleurs beaucoup de courage et beaucoup de courage et nous sommes solidaires avec tous nos soldats. Sauf que la vie est plus chère en Algérie qu'en Russie. Dans toute l'Union européenne, l'inflation, je vous le dernier taux de l'inflation en Europe, شحال هك كارثه ويقول لك l'Algérie grand pays. يعني هاولك لي réalité. L'inflation en Europe يا جماعه le taux moyen, la moyenne de l'inflation en Europe au mois de mars, elle était de 6,9 plutôt %. يعني 7% كما في la Russie, entre 7 et 5%. Les pays de l'Union européenne sont bien sûr impliqués dans la guerre en Ukraine. Ils sont tout simplement impliqués. يعني ils sont impliqués. Dans tous les pays de l'Union européenne, certains pays comme la Hongrie sont très proches du conflit, l'inflation est à 24%, mais mis à part la Hongrie, la Roumanie 10%, tous les autres pays, c'est entre les pays baltes, frontaliers de l'Union, frontaliers de l'Ukraine aussi et de la guerre, l'inflation est à 15%, mais la moyenne de tous les pays européens, l'Allemagne 7%, l'Espagne 6%, le Portugal 6%, la moyenne elle est à 7%. Donc en Algérie, la vie elle est plus chère que dans les pays de l'Union européenne, où la guerre, elle est à leur porte. Les pays européens sont partenaires, sont partie prenante de la guerre. Nous, on n'est pas partie prenante de la guerre. Et pourtant, la vie, elle est plus chère chez nous qu'en Europe. Et vous allez voir, nous allons détailler dans la prochaine émission, comment les prix ont augmenté de façon phénoménale en Algérie, et comment des produits basiques, comme les viandes, comme certains légumes et fruits, comme certains vêtements, sont devenus un luxe inaccessible à la majorité écrasante de la population algérienne qui vit avec un salaire de 233 à 280 et quelques euros par mois. Est-ce que, avec tous ces chiffres-là, et toutes ces réalités, c'est des réalités parce que c'est beau, le drapeau algérien fait le Kremlin, l'hymne national, qui parle au Forum économique de Saint-Pétersbourg, qui dit les Algériens sont nés libres, ils resteront libres. Est-ce qu'on est réellement un pays glorieux quand sa population vit aussi mal et quand sa population subit la pauvreté, subit une telle inflation et vit avec un salaire aussi dérisoire? Je dis bien un salaire aussi dérisoire qui varie entre 233 à 280 et quelques euros par mois. Et dit la réalité. Malheureusement, je pense que vous avez la réponse à votre question. Voilà la question de l'émission. On ne peut pas prétendre au statut d'une grande nation quand il y a autant de misère, de pauvreté, de précarité, alors que nous avons tous les atouts économiques pour être une puissance économique, pour offrir la prospérité à notre pays. D'autant plus qu'on n'est pas partie prenante du conflit, qu'on est loin du conflit et qu'on a d'autres atouts à faire valoir
pour ne pas subir totalement ou intégralement les conséquences de ce conflit mondialisé. Rabbi Jibel Khair, à tout à l'heure et désolé pour ce retour brutal à la réalité.